avec ces perturbations rencontrées à Bahreïn fortement, rencontrées également le week-end dernier à Portimao. Vous voyez l'orientation et la vitesse du vent à 11 km/h qui souffle de travers dans la ligne droite de départ à arrivée, qui pourrait perturber les pilotes au virage 9, un virage à fond qui semble assez facilement passer à fond, mais avec un vent qui va venir contraindre la voiture encore plus à partir vers la gauche. Ouais, virage 3, virage 9, ça va taper dans la gomme aussi. Par contre, pour ce qui est du virage 16, qui n'est plus un virage, normalement ça aiderait. Mais là, cette direction de vent, c'est, je crois, le pire vent qu'il pourrait y avoir sur ce circuit parce qu'il pénalise dans 3 virages en appui en entrée. La Mercedes est une voiture sensible au vent, sans doute pas autant que la Williams, mais c'est vrai que ce n'est pas son point fort. Elle l'avait montré aux essais hivernaux de Bahreïn et lors du premier Grand Prix de la saison, même si au final, c'est bien Lewis Hamilton qui s'était imposé. Max Verstappen reste au contact du champion du monde. Attention aux erreurs, mais il le dit, Verstappen, je suis obligé de donner tout ce que j'ai, parfois un peu plus, pour avoir une chance de lutter face aux Mercedes, même si la voiture est meilleure cette année. En même temps, Perez, il n'a pas de marge de sécurité, ce que pourrait avoir Mercedes peut-être. J'ai l'impression que la voiture est mieux équilibrée maintenant et qu'elle s'est mise à fonctionner. Donc il y a deux pilotes la connaissent bien. Alonso 15e seulement au final. Si on regarde Verstappen, il est dans les chronos des Mercedes. Donc ça va se jouer jusqu'à la fin de la saison, surtout sur une piste qui est typée Mercedes. Donc il y aura des pistes typées Red Bull aussi. À mon avis, ça va être ça. Vous voyez le ciel nuageux qui plane au-dessus de ce tracé. Et l'arrivée en piste avec pour beaucoup maintenant le pneumatique médium, pneu utilisé seulement ce matin. Si vous étiez avec nous par Ferrari, le deuxième train de pneus utilisé par Ferrari ce matin était la gomme jaune. Personne d'autre n'en a utilisé. Et l'après-midi débute avec cette gomme neuve, brillante. Vous savez que ce sont les moules en silicium desquels sortent ces pneumatiques qui donnent cet aspect brillant aux pneumatiques qui très vite disparaît dès les premiers mètres effectués. Et des procédures de départ immédiatement en sortie de voie de stand. Ce matin, les pilotes ont été sages, très peu de tours annulés. Vous voyez ici en bas de l'écran la voie de retour en piste pour les pilotes qui ne réussiraient pas à prendre comme il faut le virage numéro 2. C'est aussi la voie de longue lap en MotoGP. Le MotoGP qui vous donne rendez-vous dès le week-end prochain avec le Grand Prix de France. Ça se passera au Mans avec, on l'espère, Fabio Quartararo au meilleur de sa forme. Il a été opéré juste après le dernier Grand Prix à Jerez, victime d'un nouveau syndrome des loges au bras droit. Opéré donc rapidement en espérant qu'il puisse être au maximum de son potentiel. Pas la première fois qu'il subit ce problème physique de muscles trop comprimés dans l'avant-bras. C'est une question qu'on nous a posée sur les réseaux sociaux. Est-ce que les pilotes de Formule 1 peuvent être victimes de ce syndrome des loges? On sait que le corps globalement est sollicité, mais peut-être pas autant que les pilotes moto au niveau des avant-bras. Ça va être très sollicité parce qu'il y a très peu de mouvement. Donc de tétaniser est assez facile, surtout dans les voitures compliquées à piloter. C'est souvent plus physique sous la pluie, alors qu'il y a moins d'efforts physiques mais c'est le fait d'être tétanisé, tendu. Alors j'ai vu que tu nous as mis un commentaire. Souvent ça devient des courses épuisantes. Un petit pouce bleu évidemment. Dans le dernier secteur, il y a un empilement, en tout cas un petit embouteillage dans la dernière chicane. On en a l'habitude ici. Voyons la qualification, il faudra être très vigilant à ça. Et Alonso arrive au start avec vous, Franck. Débrief L1, Mercedes, ça peut être pouvoir les Mercedes, je suis d'accord avec toi. Ils sont rapides sur tous les circuits, Red Bull surchauffe trop ses pneus dans le secteur 3 et perd beaucoup de temps. Elles sont vraiment parfaites en température. Lorsque le pneu neuf sort du stand, on sait qu'on calibre la température pour ça. Il y avait quand même un petit peu cette zone un petit peu trop claire encore autour du pneu pour vraiment que ça fonctionne. Conformé au bon rythme, c'est vrai qu'on a vu Fernando Alonso effectuer quelques burn-out. Williams en rythme justement mettre son pneu dans la meilleure fenêtre de fonctionnement. Je pense que c'est bien résumé. C'est Mick Schumacher qui s'est fait surprendre. Une petite frayeur bien récupérée par contre. D'habitude les pilotes qui sont des frayeurs comme ça prennent des coups de râteau ou se sortent. Là non, joli contrôle. Bottas dans le dernier secteur, la dernière chicane. Ouais.
peut rater d'un comme ça. Sur le vibreur, mais la voiture n'a pas trop talonné. Ouais, qui vient prendre appui sur le vibreur jaune et il l'a dépassé. Là, ça c'est la le situation idéale, c'est de là. venir s'appuyer dessus sans le dépasser, Jacques, peut-être. Il ne faut pas que le fond plat se pose. Si le fond plat se pose, les roues ne touchent plus. Et là, c'est compliqué pour le pilote. Et là, on voit que le fond plat est resté juste... en fait, le vibreur est resté entre les roues et le fond plat. La hauteur de caisse était assez correcte. Bottas le plus rapide de la première séance d'essai libre et le plus rapide en ce début de séance en 19,087. Son meilleur temps ce matin en 18,5. Encore tous une demi-seconde. Tous en gomme jaune, absolument. Je crois qu'il y avait 2 pilotes ce matin en gomme jaune qui avaient fait leur chrono. Oui, les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc dans leur deuxième tentative. Amélioration de premier secteur pour Hamilton en 22,3. Et là on arrive dans le bel enchaînement, Jacques, tout en montée très rapide, changement de direction. C'est vite, c'est compliqué parce que le virage à gauche c'est un léger frein, le virage est légèrement relevé et il change d'appui. C'est très compliqué. Il faut bien sortir du virage 9 aussi parce que le DRS arrive tout de suite à cet endroit. Le virage 9 maintenant c'est pratiquement plus un virage, ça passe à fond. Dès les deux troisième tours ce matin. Le virage numéro 10 qui a évolué, sortie du virage numéro 12 pour Hamilton. Oui, et généralement lorsqu'on change un virage, ça n'améliore pas la piste. Et bien pour une fois, c'est vrai. Il y a eu une amélioration de circuit. Allez, le meilleur tour peut-être non. Deuxième temps, une 19,323 pour 236 millièmes. Il en perd principalement dans le dernier secteur. Bottas est au start avec vous, Franck. Valtteri Bottas, on va écouter le régime moteur. Ce matin, il était très faible. Est-ce que cet après-midi, on a augmenté un petit peu? On va caler son embrayage. Là, on a un tout petit peu augmenté, mais c'est pas énorme. Et ça part nickel. Hein. C'est à peu près aussi bien que moi dans mon berlingot tous les dimanches matins. Ah oui, mais vous mettez beaucoup de précharge aussi, Franck, c'est pour ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'on l'a entendu. Merci Franck pour ce départ avec Bottas parce que on sent que bien là toute la puissance est passée proprement au sol, efficacement au sol. Tout le monde très en piste, peu devant Bottas, à l'exception de Kimi Raikkonen. N'aurait-on pas remis en état la voiture utilisée ce matin par Robert Kubica? Il ne semble pas y avoir de dégâts, il n'a rien tapé. Mais en tout cas, Kimi Raikkonen, il a déjà fait 2 tours, autant pour moi. Il a quand même fait un petit repérage. Noda à la limite de freiner dans les graviers. Le meilleur temps en essai, c'est 18,5. Beaucoup de sous-virages en sortie de cette dernière chicane. Battre ce temps. Le train avant qui se perd un petit peu et qui s'éloigne du point de corde. Tsunoda 8e temps. Moins d'une seconde de Verstappen, c'est pas mal. Mick Schumacher en termine avec son tour. Daniel Ricciardo également, 10e l'Australien maintenant. Qui va avoir le plus de chemin à faire? L'équipe vers Ricciardo ou Ricciardo vers l'équipe et la voiture, Jacques? Ricciardo. Ouais. Ricciardo, parce que clairement la voiture est compétitive. C'est un pilote qui a gagné des grands prix, qui a su être compétitif, qui a beaucoup d'expérience. On ne parle pas d'un jeune pilote à sa 2e saison qui doit s'adapter à un pilote d'expérience qui aurait dessiné la voiture, comme ça peut être le cas lorsqu'on arrive chez Red Bull et Verstappen. Donc non, aucune excuse pour Ricciardo. Wind 10 km tailwind into turn 9. Gusty at times. Ouais, un vent à 10 km/h, des rafales par moment. Ce n'est pas énorme 10 km/h. Non, c'est pas du vent très très violent, c'est vrai, mais suffisamment pour être mentionné au pilote. Et là, il va arriver au freinage, 10 km/h. 10 km/h. Ça va tout changer son pilotage. Et là, ils le sentent aussi ici. Vous savez qu'à la radio, Jacques, Toto Wolff a promis d'en faire moins. Parce que le pauvre, entre guillemets, record dans le premier secteur pour Bottas, il a pris la radio lors du week-end dernier pour motiver Valtteri Bottas en lui disant t'as la meilleure voiture, vas-y, attaque, remonte. Et juste après, il n'y arrivait plus. Oui. Non, donc, c'est dur pour le moral lorsque le boss appuie de la sorte et ça donne l'impression qu'on n'en fait pas assez. Non, d'être un petit enfant à l'école qui doit se faire réconforter. Alors là, on parle d'un pilote de Formule 1. On n'a pas eu l'effet escompté. Verstappen au départ, Franck. Verstappen avec le Honda, beaucoup de régime, beaucoup de bruit. Ouais, ça décolle un peu moins bien.
Ah, ça accroche, ça décolle un petit peu moins bien que le Mercedes, mais avec un peu plus d'agressivité quand même. On a l'impression vraiment que là on est à 100%, qu'on exploite tout. On voit même la roue arrière un petit peu grillée comme ça. Donc c'est assez impressionnant. Il y a plus de régime. Je pense que ça part à peu près pareil, mais c'est plus agressif en tout cas du côté Verstappen. Et puis regardez aussi, il y a un truc, parce qu'il n'y a plus les spectateurs qui handicapent les pilotes. Et ça, vous voyez cette grande tourne énorme ici à Barcelone. En fait, normalement, il y a le classement de la séance, le premier, le deuxième, le troisième, avec les numéros qui apparaissent. Et quand vous roulez dans la voiture, dans cette ligne droite qui est super longue et on a le temps de le regarder, en fait, souvent, on va jeter un petit coup d'œil là-dessus pour savoir où on est positionné. Ben là, il n'y a pas de spectateur, donc pas d'indication. Franck, vous en êtes à combien de tours, vous, effectués dans une Formule 1 sur ce circuit? Oh, je sais pas. Je sais que j'ai à peu près 50 000 bornes dans une F1, donc j'ai dû en faire un paquet ici. Donc 48 000 ici peut-être. Non, on a beaucoup roulé à Jerez aussi. Ouais. Et au Castellet à l'occasion. Carlos Sainz merci Franck, qui a perdu un petit élément aérodynamique au passage des vibreurs. Attention parce que c'est pas la première fois déjà que ça arrive et ça peut vraiment modifier le comportement de la monoplace selon la pièce qui s'échappe. Pourquoi Hamilton va lui donner ce gars Hamilton va lui rendre la vie difficile, donc là ça talonne vraiment la Ferrari plus basse que la Mercedes. Pourquoi ce véhicule de Hamilton était assez loin pourtant à l'entame du dernier secteur, il n'était pas collé à sa boîte de vitesse? Écoutez, en tout cas, le fil à retordre, il arrive parce que regardez les secteurs d'Hamilton, hormis le dernier. Record secteur 1 et 2, mais il en perd trop dans le dernier secteur. Il se rapproche à 42 millièmes tout de même de Valtteri Bottas, mais ce n'est pas le meilleur temps. J'ai l'impression que les monoplaces perdent beaucoup, même lorsqu'elles ne sont pas collées. Ah, c'est-il passé pour le morceau de sans doute, ouais. Sur la piste. Et donc les pilotes qui étaient sur un chrono, dont Perez, plusieurs fois il se fait louper ses tours. Et le virtueux. Vous voyez cette petite pièce tout en bas à droite de votre écran, c'est l'élément de carbone laissé échapper par Carlos Sainz. Et effectivement, même si c'est hors trajectoire, on ne va pas laisser ce débris à cet endroit. Tu regardes en même temps que je regarde la télé sur Canal+ Sport. On va profiter de ce ralentissement et de l'intervention d'un commissaire d'ici quelques instants pour récupérer cette pièce. Je pense qu'il pourra la garder en souvenir, sauf si quelqu'un de chez Ferrari vient la réclamer. Il ne faudrait pas qu'il aille demander une signature parce que là on va lui reprendre. Vous savez que, je peux le confesser maintenant, il y a prescription. Il y a quelques années à Abu Dhabi, la Marussia, je ne sais plus si c'est celle de Jules Bianchi ou de son coéquipier Chilton peut-être à l'époque, avait laissé échapper toute une écope de frein avant, mais la pièce complète. Et un commissaire l'avait, je pense, déposé dans la voie des stands, mais dehors. Et un soir, moi je faisais le tour des paddocks, je regardais les monoplaces. Et j'ai vu ce morceau de carbone, cette pièce. Vous l'avez mis dans la poche. Et je l'ai emporté. Vous l'avez gardé. Le voleur. Vous l'avez fait signer? Ben non, je l'ai pas fait signer. Vous l'avez mis dans la chemise? Comment vous avez fait? J'avais un sac de sport parce qu'à l'époque je courais sur les circuits. Bref, j'ai une écope de frein de chez Marussia. Rendez l'écope, monsieur. Bravo. Rendez l'écope. C'est à cause de lui que Marussia fait. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. Si vous voulez bien m'absoudre. Je suis surpris qu'il ne l'ait pas gardé lui-même, le commissaire. Ben oui. Et je me suis dit que personne ne la réclamait, donc. Ça faisait un moment qu'elle était là. Oui, bon. Oui, ça faisait bien une heure. Oui, voilà. Allez, retour au stand d'une Ferrari, c'est celle de Charles Leclerc. Oui, Mazepin est une vraie double, comme d'habitude. On vient de pas me dire que c'est parce que c'est un rookie encore, c'est bon. L'excuse du rookie, ça va devenir. Profitons d'être sur ce circuit de Barcelone. Mick Schumacher et Tsunoda, c'est des rookies, ils sont dans le rythme. Par excellence, et alors que Raikkonen Mick, il a un peu plus de mal forcément avec sa voiture, mais. Déroulement de session, test également aérodynamique vu les éléments. Au moins, il ne part pas à la faute tout le temps. Peinturluré sur le côté gauche de sa monoplace pour écouter son patron, Frédéric Vasseur, le boss de l'écurie Alfa Romeo, ça, c'est vraiment qui nous parle de ce circuit, de ce que peut et de ce que doit révéler ce tracé. Il le connaît normalement, Mazepin, ce circuit, pas d'excuse. Disons qu'ici, on a énormément de références que les pilotes connaissent très bien, qu'ils arrivent à exploiter au mieux la machine, et du coup, ça donne plus une image représentative du potentiel de la voiture, alors qu'il y a beaucoup plus d'erreurs commises par les équipes et par les pilotes sur un circuit comme Portimao avec des conditions un peu extrêmes. Donc c'est sûr que je pense que le dimanche soir de Barcelone, c'est un peu plus révélateur du niveau de performance des voitures. On l'attend, ce niveau réel, on l'aura
clairement en qualification demain. Verstappen est à 3/10 et demi du temps de Bottas. Et il a pris le record dans le dernier secteur sur son deuxième chrono sur la gomme. Lui, il a une approche ascendante de la performance sur le tour, progressivement de plus en plus rapide au fil des secteurs. Alors, les Alpines aux essais 1, c'était pas terrible quand même. Perso dans le deuxième, puis record total dans le dernier secteur. On verra aux essais 2. Mercedes est toujours mieux préparé pour les premiers virages. J'espère pour Alonso qui fera au moins des points, parce qu'il est comme chez lui. Donc, la fin du tour. Ce sera un peu ballot qui marque 0 points à domicile. Il avait fait une bonne fin de course au Portugal. Hein. Alonso, il avait cravaché, il était revenu sur son Alonso 4ème à 8/10. Solide pour lui là-bas. Ocon 5ème. J'étais un tout petit peu inquiet du rythme des Alpines sur la première séance d'essai. Ouais, vous voyez, lui aussi, Fibro aussi était pour l'instant. Regardez, Alonso était hyper rapide le vendredi aussi. C'est vrai. Et ensuite, lorsque tout le monde a eu la même quantité d'essence le samedi, ça ne fonctionnait plus. En revanche, quel deuxième relais de course à Portimao lorsqu'Alonso a passé la gomme dure. Là, il a été efficace. Il a fait d'Alonso. Il a fait d'Alonso, exactement. Revenant à moins d'une seconde de son coéquipier. Ouais, il est rentré dans sa bulle, dans sa zone, et j'ai l'impression que ça lui prend un peu plus de temps pour rentrer dans sa zone par rapport au passé, mais ça va venir au fil des Grands Prix. Esteban Ocon nous le confiait après la course. Il est tout jeune, Fernando aussi. Il a fallu un tour de plus. La menace Alonso plus DRS aurait sans doute été compliquée à gérer, mais il était puissant le DRS en plus. Ah oui, très efficace à Portimao. Très efficace. Pour la Red Bull. Qui semblait tellement plus chargée que les Mercedes qu'au moment où elle l'ouvrait. Oui. Salut, en fait. Si on a un aéro très chargé, on ouvre le DRS, il n'y a plus l'aéro chargé. Il n'y a plus d'appui. Et on n'a pas l'impression que ça leur donnait un avantage quelconque. Les comparaisons Portugal-Espagne pour ce qui est des ailerons avant chez Alfa Romeo. Effectivement, pour l'instant, Russell subtilité, 3 une plans, seconde d'avance sur As. Pour l'Espagne, 4, il y avait et 3 dixièmes de retard sur la Latifi qui lui a fait la première séance, ce qui n'est pas le cas de Russell. On rappelle qu'il a été remplacé par Ron Nissany. Une équerre sur le haut du troisième élément pour Barcelone. Et Giovinazzi qui utilise d'ailleurs l'aileron avant Portimao. C'est ce début de deuxième séance d'essai libre. Ce virage numéro 5, tout en descente, tout en dévers, qui souvent piège les pilotes. Ouais. Ah oui, très compliqué, la voiture s'allège. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Sortie du virage 7, alors, 8, qu'est-ce qu'il nous a fait ici. Ah, il passe pas pour nous par contre. Ah, et du sous-virage, et il prend en plus dans le fond plat les... Ça a cogné, on a senti le léger ressenti de Tsunoda hors du vibreur. Et là, il dit, ça a vibré un petit peu, mais ça va. Ah, ça a coupé le moteur, comme Verstappen. Ah oui. Non, qui est-ce qui avait vu son moteur coupé comme ça? Verstappen, il avait cassé une suspension. Regardez comme ça a cogné. Donc, oui, donc le choc. Ouais, là, ça lui a fait mal au dos, mais bien. Et effectivement, puis, ça a cogné fort pour le moteur Honda qui n'aime pas trop les vibreurs, visiblement. Comme ça, en passant sur un vibreur. Cette saison, il y en a eu par le passé, mais cette saison, je me souviens pas. Bon, ne pas tirer de conclusion, on verra à l'issue de cette journée d'essai déjà. Ricardo, c'est pareil au Portugais, il était pas très bon. Au final, il s'est bien rattrapé en course. Oui, le dernier virage. Mais on sent que Ricardo, effectivement, il a un peu plus de temps que Norris à faire des bons chronos. C'est à Bahreïn. Il y a eu ça à Bahreïn. Ça va me revenir, désolé. Mais effectivement, des violents chocs comme ça peuvent amener à des coupures. Le moteur se met en sécurité parce qu'il reçoit une information. C'est juste que pour l'instant, il a pas un très bon feeling avec la voiture. On sait qu'un capteur a posé problème, notamment à Bottas le week-end dernier en course. Capteur de température échappement qui donnait une mauvaise information. Le moteur et les échappements étaient à bonne température, mais le capteur était en défaut et donc a réduit volontairement la puissance du moteur. Dans ces cas-là, bien les pilotes peuvent intervenir sur leur volant et en fait se passer de l'information du capteur pour contourner l'indication, notamment température. Vous savez, ces passages sur les vibreurs comme ça sont très violents pour le pilote. On ne le voit pas, mais ça coupe le souffle, c'est très douloureux pas pour longtemps, mais ça fait des gros dégâts. Donc, Carlos Sainz, Q1 Bahreïn, c'était la coupure moteur du pilote espagnol et effectivement on s'était dit sa qualif est finie, et puis non, il avait rallumé, fait un reset comme on dit, et c'était reparti. Et on a évidemment eu la coupure moteur de Sergio Pérez avant le départ à Bahreïn. Ça c'était pas dû à des vibreurs. C'était électronique, ouais. C'était un problème électronique.
Qu'a-t-on dit à Vettel de pas laisser Bottas. De pas laisser passer? Non, de pas laisser Bottas le pousser à rouler plus vite dans son tour de chauffe. Ah d'accord, pas forcément. Oh, Vettel, il a l'expérience pour pas se laisser impressionner. Classe A contre classe B. C'est les modèles de chez Mercedes, vous savez ça. Oui. Non, ils auraient pu faire des couleurs quand même plus différentes l'une des autres, au moins, vu que les châssis se ressemblent. Et vous montez une écurie qui s'appelle Aston Martin, vous n'allez pas la peindre en fuchsia. Oui. C'est le vert anglais, c'est le vert Aston Martin. Voilà. C'est déjà un peu rose l'année passée, donc il fallait. Le moteur Honda, moi je le trouve assez fiable pour l'instant. Les principaux de Mercedes s'appellent Petronas et leur couleur c'est le turquoise. Plus le châssis noir instauré en début d'année dernière. Et bien, pas d'alerte chez Red Bull. On en arrive à ces couleurs, c'est vrai, proches quand on regarde les voitures de loin. Allez, audio up, vous pouvez monter le volume de votre écran et profiter de ce tour avec Bottas. Profitons de ce tour, audio up. Il y a un décalage de son. J'allais vous dire, il y a un décalage de son. Hein. Oui. Le son est en retard sur l'image, en embarqué en tout cas. Mais bon, on en prend plein les oreilles quand même et on aime bien malin. Ça. Bravo la FOM. Record dans le deuxième secteur pour Bottas. Vettel 4e avec la gomme rouge. Et il améliore d'un 10e environ son temps. Une 18.309 pour Valtteri Bottas. J'ai amélioré les temps de ce matin. Chrono pour la Mercedes, alors que pour l'Aston Martin, la gomme jaune et la gomme rouge, et Hamilton, belle différence. Et Hamilton, là aussi, tout en progression sur le tour jusqu'au record de dernier secteur. Et le meilleur temps pour le Britannique en 18. Bon, ça va être clairement une première ligne Mercedes demain. Je pense honnêtement. À 6e maintenant, ils sont passés sur la gomme rouge. Les différents pilotes, où ça a fumé là sous la monoplace de Lance Stroll. J'ai pas vu si c'était du sable ou le châssis qui a frotté. Probablement le châssis qui a frotté. On attend bien sûr le passage à la gomme rouge également pour Max Verstappen. Tout en amélioration pour Stroll. Est-ce que ça va être au niveau de Vettel? So Lewis 18.2 as a strap difference is 1/10 difference. Lewis Hamilton avec plus de puissance moteur et il y avait un 10e de puissance et il est à 139 millième. Il y avait même un 10e et demi d'écart. Et effectivement, on précise à Bottas pour le rassurer qu'il y avait une différence de déploiement d'énergie et de puissance. Pour l'instant, c'est pas si mal. Que les messages radio sont retransmis. Plutôt rapide. Il y a que les évolutions portent leurs fruits. Exactement. Une bonne surprise pour Aston Martin. À confirmer en qualif et en course. Beaucoup de chou-virage chez Norris. Cinquième temps tout de même pour Lando Norris. 3 secteurs améliorés au passage à la gomme rouge, à un peu moins d'une seconde du meilleur temps de Lewis Hamilton. Préparation des Ferrari. On attend en piste également après les Red Bull au passage également sur la gomme rouge. En attendant, Franck, eh bien, on vous retrouve avec plaisir côté paddock dans ce paddock de Barcelone.
Bien joué, on est chez AlphaTauri derrière au niveau des pneumatiques. Alors on s'est posé un petit peu la question, vous savez, le pneu de démonstration que va utiliser Romain lorsqu'il va rouler avec la Mercedes et les autres pneus. Ça c'est les autres pneus, oui, ils sont tous sous couverture, bien au chaud, bien rangés, nickel. Ça c'est des pneus démo, c'est des pneus qui sont beaucoup plus durs, qui n'ont pas la même caractéristique et surtout on en prend beaucoup moins soin. Vous pouvez le voir, on en met un petit peu partout dans le paddock. C'est des pneus qui sont faits pour déplacer la voiture lorsqu'elle est statique, lorsqu'on la fait rouler ou quand on la laisse tout simplement à l'intérieur du camion. Et puis regardez, dans les camions, ah bah non, vous voyez cette petite porte, Julien, si vous m'avez parlé un petit peu plus tôt, elle était ouverte et dedans il y avait quoi? Il y avait plein de fonds plats et plein de trucs en carbone super sympa. Sauf qu'ils ont un détecteur à Montagny maintenant et dès que vous êtes dans une zone de moins de 10 mètres, ils ferment tout. Mais je m'étais bien écarté pourtant. Ah ouais. Non, mais... partout à chaque fois, lui. Ils vous repèrent. Je suis sûr qu'ils ont engagé quelqu'un juste pour guetter Franck. Le F-Captor. The F-Captor, the F-Sensor. Allez, Franck, il a les yeux partout. Allez, gomme rouge pour Carlos Sainz. Oh, ça souvire quand même là. Beaucoup de pilotes en gomme rouge souvirent énormément. Mais il a un pilotage, de toute façon, il règle toujours ses monoplaces avec un peu de souvirage. Sainz. Et il est obligé de jeter la voiture dans le changement de direction. 5e temps pour lui. C'est vite pour du sous-virage. Oui, c'est une demi-seconde derrière Hamilton. Esteban Ocon est en 1.18.4 à moins de 3 dixièmes du meilleur temps d'Hamilton. Ça c'est pas mal. Et on attend Fernando Alonso qui entame lui maintenant son tour rapide à 1 dixième pour l'instant du meilleur temps. Et rassure un peu là les Alpines en gomme rouge et même sur la gomme médium d'ailleurs de la première partie de séance. Ouais, 4e Ocon, c'est pas mal. Et lorsque on vous dit que ces séances passent vite, on est déjà quasiment à mi-séance, à 4 minutes 30 de la mi-séance. Ça va passer très vite. Je pense qu'encore une fois, ça va descendre dans les temps d'ici la fin de la séance. On va sûrement atteindre les 1.17. Il en perd un peu par rapport à son tour précédent à Alonso. De l'instabilité en milieu de virage 10. Ouais, c'était pareil au virage 1-2, très à l'attaque. Il bataille avec sa monoplace. Son coéquipier s'est écarté avant le virage 13. C'est assez propre en sortie, c'est bien. 16, 17, 18. Et petit aspi offert par Leclerc. Et le 5e temps. Juste 4 dixièmes de Lewis Hamilton, c'est bien. Ocon, Alonso, les Alpines, 4e et 5e. 3 dixièmes et 3 dixièmes et demi de retard. Pas mal, pas mal. Il faut espérer qu'elles soient assez chargées en essence comme au même niveau des autres pour que ça puisse continuer tout au long du week-end. Il ne peut pas y avoir 80 kg d'essence, c'est sûr. Non. Maintenant, espérons qu'il n'y en ait pas juste 10 ou 15. 20, allez. Allez, à 20, on vous le fait à 20. Il est intéressant au pilotage, le nouveau virage 10. On les voit à chaque fois, les pilotes rentrent avec de l'élan et dès qu'ils mettent du gaz, c'est à la limite du décrochage. Oui, le fameux nouveau virage 10. Je sais pas pourquoi ils ont changé. L'épingle était pas si mal, ça faisait des dépassements. Le poids de l'essence en kilos, non pas en litres, on parle de poids. Oui, parce que ça dépend de la température et donc ce qui prime, ce qui est primordial, c'est le poids de l'essence. En sachant qu'un c'est vraiment la saison des modifs de circuit entre Barcelone et Melbourne. C'est pas 1 litre pour 1 kilo. La différence est Melbourne, j'ai hâte de voir les différences. Elle est prise évidemment en considération sur les si on fait la 10 kilos. Si on poids sur ces monoplaces, c'est à peu près 4 dixièmes de seconde au tour. Ce qui n'est pas garanti encore. Le Covid. Max Verstappen, gomme rouge. Un premier secteur à 1 dixième derrière Hamilton. 22-2 pour le néerlandais. Avec du trafic pour lui. Mick Schumacher s'est effacé. 10 kilos en freinage ou en virage, soit en 4G ou 5G, ça fait 40-50 kilos sur la gomme. Ah bah c'est une masse qui vous complique la vie, bien sûr. Red Bull qui cette année a déplacé son réservoir auxiliaire d'huile sous le nez de la voiture à l'avant, alors que c'est une pièce qui d'habitude vient se greffer près du moteur. Oh, c'était limite là. Oui, très limite, même un peu hors trajectoire. Et c'est fini, il abandonne le tour. Et il lâche Verstappen. Ouais, terrible. C'était pas mal. 29-3, c'était le chrono effectué par Verstappen dans le deuxième secteur. Bottas a le record dans ce deuxième secteur en 29-2. Il était déjà à 3e d'Hamilton. On revoit Jacques, l'entrée dans le 10.
Trop de sous-virage, trop de sous-virage, et oui. Il était hors piste, alors le virage 10 n'est pas surveillé particulièrement par les autorités. Là, les 4 roues étaient au-delà des lignes. Pas besoin de surveiller, track vous voyez, limite, ça glisse à l'extérieur, une fois, donc de toute façon, c'est perdant. C'est perdant. Nikita Mazepin, sortie de garage. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est rien passé. Oh là ouais, voilà, Kimi Raikkonen. Un safe release pour... Alors il sortait en même temps, donc ça va. Ouais. Petit dépassement par la bande d'arrêt d'urgence pour Kimi. Oh Kimi. Ah ouais. Ça, je suis pas sûr qu'il ait le droit de le faire. Kimi vénère. Je suis pas sûr qu'il ait le droit de le faire. Il voulait pas rester derrière Mazepin. Ouais, c'est ça, Mazepin, il y a toujours un truc. Il y a des règles. Il y a des règles. Parce que Pérez va passer sa gomme rouge. Il va la passer sa gomme rouge, oui, certainement. Pérez qui confirme s'appuyer grandement sur les réglages. Après, on ne peut pas lui reprocher, c'est l'équipe Mazepin qui lui dit de sortir. Ne pas, malheureusement, ils sont sortis au même moment. Dans des réglages Alpha et As. qui ne seraient pas les bons et partir trop loin de la base de réglage. Donc, on utilise sur les deux voitures n'accablons pas tout le base temps de réglage de Max Verstappen, quitte évidemment et forcément à adapter un petit peu au style de pilotage ensuite de chacun. Très bon premier secteur pour Raikkonen. Un dixième d'Hamilton. Surprenant. Nikita Mazepin, premier secteur en 22,6. Ça c'est moins bien. Je comprends pas comment... C'est bizarre parce qu'en F2 il était pas si mauvais, Mazepin il était même plutôt bon. Il arrive pas en F1, c'est fou quoi. Se rapprocher de Mick Schumacher au chrono. Avec une jolie aspiration pour terminer son tour. Il n'arrive pas à s'adapter à la F1 en fait. Cadeau de George Russell devant lui. C'est quand même dommage. À 2 secondes 5 de retard, c'est tout proche. Il se rapproche un peu de Mick. Mais bon. C'était. Pourquoi mais ouais, il renfonce le clou du coup. 4 dixièmes de mieux. Exactement. Et il a battu Latifi encore. Ça va. Latifi qui est plus aussi, hein, regardez l'analyse du passage dans le virage numéro 4 entre Latifi qui a une meilleure voiture que les As, qui se fait battre par une DS. Plus de vitesse emmenée par et il la garde par Hamilton. Ouais, mais du coup, il s'est encore éloigné. Normalement, le pilote qui freine plus tard. Mais bon, 4 dixièmes, oui, c'est un peu mieux du virage. Et bien là, non, avec sa Mercedes, il réussit à garder cette vitesse. Je pense qu'une DS peut passer en 19. Leclerc, il Schumacher, évidemment. Plus de vitesse, effectivement. Après, faire mieux que ça, ça va être inférieur à celle en turquoise représentant Hamilton, ce qui encore, c'est pas gagné. Sur ce passage du virage 4, et moi, ils vont finir par améliorer. Je pense que les 19 sont atteignables pour Mick Schumacher. Mazepin ne le fera pas, c'est sûr. Plus rapide également. On sait pourtant que mais évidemment les autres vont sûrement passer en L17 aussi, donc ça restera plus de secondes. Tardif. Là il n'a pas freiné tard, il a juste freiné très fort. Il a arrêté la voiture pour la première partie du freinage et c'est ça qui lui coûte très cher parce qu'ensuite il relâche les freins et l'avant remonte un peu et ça doit donner du sous-virage. Donc c'est on voit que c'est beaucoup plus coulé chez Lewis Hamilton et il garde mieux sur l'équilibre de sa monoplace. Tour rapide de Daniel Ricciardo. 14e. Pas extraordinaire, mais Norris n'est pas non plus. Ricciardo, ouais, un peu de mal encore. Laissez-moi vous dire. Bon, remarquez, il a pas Norris. Il a passé sa gomme rouge. Un dixième. Un dixième, c'est pas. Mais c'est tellement serré en fait qu'un dixième c'est plusieurs places quand même. C'est 3-4 places. Taper dans sa gomme rouge. Donc ça coûte cher. Il va vraiment y aller freiner dans ce gravier. Ah bah ça va lui faire drôle une fois et puis voilà. C'est Sainz dans sa première saison qui nous avait habitué à aller freiner dans le gazon. Ça ne passait pas. 7ème. Il gagne une position, Yuki Tsunoda. Il remonte au 7ème rang en ce 1.18.6. À seulement 20 centièmes de Gasly. Très proche de Gasly. 6ème et 7ème. 20 millièmes, pardon. Les Alpha Tauri. Il vous l'avait promis et comme Toto Wolff, il tient ses promesses. Franck Montagny, vous êtes dans un endroit que l'on aime bien aller visiter avec vous. Ce sont les motorhomes des pilotes. Exactement, chez le roi du camping-car, c'est ici, messieurs, dames. Regardez, c'est celui de Lewis Hamilton. Alors, je me suis renseigné un peu. Ces machines-là que vous voyez, là, il faut bien travailler à l'école, je vous le dis, pour se les offrir, ça vaut plus de 2 millions d'euros, ça. Ouf. Ça fait 15 mètres de long, 14 mètres de long. Alors, celui-là est ultra large, celui-là, c'est le plus large de tous, c'est celui de Lewis Hamilton.
Après, si quelqu'un est intéressé, je peux ramener un petit souvenir privé de Lewis Hamilton. Hein si vous voulez. Vous savez qu'il y a des fans qui voudraient le sous-vêtement de Lewis. Je suis dispo. Ça, le volet du linge de Lewis. Bottas. Alors vous savez qu'on ne peut pas rentrer maintenant à l'intérieur. Mais on a une petite image pour vous. Regardez comment c'est à l'intérieur. C'est pas magnifique? Ah oui. Petit canapé sympa. On a envie d'y être, non? C'est sympa, effectivement. Formule 1, voiture de dingue à disposition. Les coussins en poil de nubu, je sais pas, j'ai un petit doute. Ah, j'ai peut-être pas vu les poulets. Et puis c'est un luxe à la finlandaise, c'est différent. C'est vrai. Là on est, vous le savez, hein, on est chez Mazepin. C'est bien écrit, Team Mazepin. Voilà. Je vous ai pas menti la première fois, j'avais trouvé. Alors pourquoi 4 scooters? Je sais pas, c'est des fois qu'il y en a un ou deux qui tombent en panne. C'est sûr que si on laisse la lumière allumée, il y a peut-être les clés, il y a les clés. Non mais ils ont tous le plein, un souvenir d'Hamilton et un scooter de Mazepin. Et celui-là c'est le nouveau. Il vient d'arriver. Ça vous dit quelque chose? Ah, Mick Schumacher. C'est celui de Mick Schumacher qui est là. Ah ouais. Avec ses petits sièges tranquilles, ses petites baskets. Voilà, on est sobre. Ah, il est plus court que les autres. Il est un peu moins large aussi. Mais je pense qu'à l'intérieur, ça doit être très très sympa aussi. On s'en contentera, Franck. Et puis, il y en a un quand même. Il est vraiment cool. Il est au tout début. Ah. On a l'impression en fait que depuis le début, on réduit un petit peu la gamme. Et là, je pense que ce n'est pas Lance Stroll, mais que c'est bien Vettel. Oui, c'est Vettel celui-là. C'est Vettel, on est d'accord. Vettel, j'aime bien. Voilà, 4 fois champion du monde. On se prend pas la tête, on est là pour un petit week-end. C'est bien déjà, c'est bien grand, il y a de la place. On est plutôt pas mal. Et puis cool, la petite table de camping. Et la petite auto pour aller chercher le pain dimanche matin. Moi j'aime bien. Ah magnifique. Ah, chercher le pain d'Aston Martin. Là les amateurs de camping-car, rien que celui de Vettel, il est déjà extraordinaire. Mais vous savez, il le conduit lui-même et il s'arrête dans les campings entre Grands Prix. Oui bien sûr. Oui. Voilà. C'est assez allemand. On sait que les Allemands aiment bien le camping. Parfois on le voit sortir de son motorhome avec son sous-vêtement petit bateau. C'est que... On pourrait donner 2 autres marques du coup. Qu'est-ce qu'il raconte, Vino? Son slip. Voilà, bien sûr. Je suis sûr que Serge Blanco fait des sous-vêtements également. Toujours est-il que oui, il a le triomphe modeste en tout cas. Alors, le triomphe est un peu passé malheureusement pour Sébastien Vettel, mais en tant que quadruple champion du monde, comme vous l'avez dit Franck, il a su garder certaines proportions. Ça reste quand même du camping-car de luxe. Eh bien voilà, on aura profité un petit peu de ces à côté. Merci mais c'est vrai Franck que par de nous en faire profiter de la sorte. On est en caméra embarquée avec Fernando Alonso qui lui a choisi. Il est moins dans sa bulle, le camping-car. Terre à terre. C'est bien. Ça reste quelqu'un d'assez simple. Alonso qui s'est senti quand même un peu obligé de répondre aux critiques parce que certains ont jugé son retour pas suffisamment brillant. Ah bon? Oui. Donc une journée et demie d'essai. Oui c'est ça. Mais oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Okay. Avec des conditions. Il a confié qu'Imola, il était en dessous, qu'il avait sous-performé, mais qu'en revanche à Portimao, il avait peut-être surperformé et qu'il ne fallait pas effectivement le juger aussi rapidement qu'il accepterait à la fin de la saison s'il n'est pas au niveau de prendre ses responsabilités. Mais en même temps, un pilote de la trempe d'Alonso, double vainqueur des 24 heures du Mans, 2 fois champion du monde, qui a toujours massacré ses coéquipiers, n'a pas le droit de se plaindre des critiques. Il y a pas un âge où vous avez envie de dire aux gens ça va. Non, c'est le prix à payer pour être à ce niveau. D'accord, si on vous défonce la tête, vous laissez faire. Après, vous trouvez le moyen de démontrer que. Il faut démontrer, c'est ça, il faut démontrer. Faut pas parler, il faut démontrer. C'est ça, la preuve par la performance. Il faut surtout pas dire un peu de patience, comme le fait Ricciardo en ce moment. D'accord. Ça vous plaît pas le langage, le discours de Ricciardo? On a l'impression qu'il a déjà perdu sa niaque. Il est résigné? Oui. Qu'il a l'impression de ne pas être à la hauteur, qu'il faut qu'il soit patient, le pauvre. C'est très étrange parce qu'il avait plutôt un discours de gagnant par le passé. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Là aussi, ça va revenir. Chez Red Bull, ça travaille aussi à recruter du monde. Vous voyez Paul Monaghan ici. On recrute beaucoup de personnel chez Red Bull en ce moment. Des motoristes chez Mercedes, c'est surprenant. Ouais. Là, l'ingénieur en chef Paul Monaghan qui est penché sur l'aileron avant
de la voiture de Pérez. Et oui, ils avaient réussi un joli coup en débauchant Ben Hodgkinson, qui va devenir directeur technique du nouveau vaisseau amiral Red Bull Powertrain, qui se chargera d'exploiter et à l'avenir peut-être de développer des moteurs de Formule 1. On revoit ici les écopes, hein, on vous les a montrés ce matin, mais les changements, évolution d'écopes de frein avant chez Red Bull. Vous voyez à gauche le Portugal, à droite les écopes de ce week-end, réduites, forme modifiée. Ouais, ça compte, hein, ça compte. Énormément. Là pourtant, Verstappen, il est sur les anciennes. Hein. Ça, c'est pas les nouvelles. Hein. Oh, oui, d'accord. Oui, oui. En tout cas, ils ont réussi à obtenir un ponte de Mercedes HPP et ils ont recruté bien d'autres personnes. Ils ont été récoltés, bien sûr, recruté Steve Blewitt, qui était anciennement responsable de la fabrication chez Mercedes, qui va devenir responsable de la production des moteurs chez Red Bull. Tu m'aurais redemandé ça dans les années 2010, je t'aurais répondu l'électronique chez Mercedes. Avant son crash Kubica, c'est sûr. Il prend la responsabilité des groupes moteurs et Eichfeld sûrement. L'électronique et le RS maintenant, Kubica, également changent de main. Enfin, en tout cas, voilà. Je dirais que le 4 est plus frais de tous. Donc ça démontre qu'ils ont envie de faire des moteurs. Donc si c'était maintenant, je pourrais sûrement le 4 parce qu'il a d'expérience de main de propriétaire des moteurs. Parce qu'une boîte comme Honda, et tu fais des Glock, on va dire des ingénieurs à l'étranger, dans les à modernes, donc c'est chaud. Un peu moins vers la fin. Peut-être Kubica et 4. Un peu ouvert. Si tu devais faire un choix. Bull, même si c'est pas un choix de ouf que tu me proposes, ils vont chercher peut mieux faire quand même. Exactement. Le challenge peut sembler intéressant pour des ingénieurs motoristes en provenance de Mercedes. Toto Wolff grince un peu des dents mais accepte. Il sait que c'est la règle du marché. Il l'aurait fait lui-même. Absolument. Il est persuadé de la méthode de recrutement de Red Bull, à savoir Jacques Villeneuve. Ça coûte. Ouais, le chèque proposé. Normal. Il y a le challenge, bien sûr, parce que parce que le moteur ne fait pas partie du cap salarial. Du budget cap. Non, absolument. Ils peuvent dépenser sans compter pour l'instant. Et c'est sûr que ces ingénieurs, notamment, sont séduits par le projet parce qu'ils vont arriver au début, en quelque sorte, d'une aventure, même si les moteurs existeront déjà. Mais surtout, ils vont gagner beaucoup plus. Par contre, si l'équipe veut acheter ou utiliser ce moteur-là, ils seront obligés de le revendre jusqu'à au minimum 3 équipes. Je ne sais plus quelle est la norme, mais il y a un minimum où ils n'ont pas le droit de dire non. Effectivement quelqu'un se retrouve sans moteur, mais eux ils auront déjà 2 équipes. Donc le minimum n'est pas 3 équipes pour avoir le droit de dire non. En plus avec un coût fixé par il y a un maximum, je crois, de 3 équipes que vous pouvez motoriser. Non, c'était 4 puisque Mercedes s'est retrouvé jusqu'à 4 clients. En tout cas, il y a un minimum aussi. Il y a un minimum, et en tout cas Renault par exemple n'aurait pas pu refuser de fournir son moteur à Red Bull si celui-ci s'était trouvé sans propulseur à compter de l'année prochaine. Ça n'a pas eu lieu. On pourrait faire la même règle avec les châssis. À fournir des châssis, c'est obligé à vendre son châssis à au moins une équipe. Si jamais c'est un championnat de la Formule 1 les années 60-70, il y avait des châssis, des voitures achetées. Donc ça a fait partie depuis les débuts de la Formule 1. Plus longtemps, oui. Ça va faire très c'est comme ça depuis longtemps aussi. De toute façon, ils le font cacher maintenant avec principalement Aston Martin. Un peu chez Alto. Alors, Jacques. Créons ensemble, même si on suit évidemment avec attention Carlos Sainz, créons ensemble le team parfait. Quel châssis vous prenez? Je parle juste de la monocoque. Le Red Bull. Châssis Red Bull, d'accord. Quelle suspension vous prenez? Mercedes. Quel moteur prenez-vous, Jacques? Boîte de vitesse? Mercedes, ça va avec, on est d'accord. Ça c'était la partie la plus facile. Quelle couleur vous prenez? Quelle couleur? Oui. Oui, la couleur, une couleur claire, c'est moins chaud au soleil. C'est moins chaud au soleil, donc plutôt as. Ouais, mais c'est pas très beau. Ouais, du as mieux quoi. Oui, voilà, du as mieux. Du as design. Du as design, très bien. Quel manufacturier de pneus? Non, vous n'avez pas le choix. Quel pilote vous prenez? Hamilton Verstappen dans l'écurie idéale. Et qui vous mettez à la tête de l'écurie? Toto Wolff.
Julien Febvre. Non, quel patron vous prenez d'équipe? Toto. Ouais. Toto Wolff? Oui, parce qu'en plus il dirige plusieurs écuries en même temps, c'est très bien. Bon bah voilà, l'équipe parfaite, le châssis Red Bull et... Il y a beaucoup de Mercedes dedans hein, quand même. En même temps c'est étonnant, mais à part les couleurs de Haas et encore pas complètement, vous n'avez pas trop tapé chez eux. Hamilton Verstappen dans l'écurie de rêve de Jacques Villeneuve, dirigé par Toto Wolff. Je pense que tout le monde rêverait. Il y aurait un peu de travail. En troisième pilote, vous prenez qui, Jacques? En troisième pilote, Kubica. Kubica? Regardez, ils n'utilisent pas leur troisième pilote. Mais prenez-en un autre, prenez quelqu'un de la F1. Troisième pilote, donc ça pourrait être un pilote qui roule maintenant. Pourquoi pas? Romain Grosjean. Enfin, il roule pas maintenant en F1, mais il faudrait prendre un pilote qui peut aller gagner des courses, qui aurait la patience. Ouais. Oui, qui s'y devait remplacer en cas de coup dur. Dans ce cas-là, Hülkenberg. Hülkenberg, très bon choix. Il réagit vite, il s'adapte rapidement aux monoplaces. Et sur quel circuit allez-vous tester votre nouvelle monoplace, Jacques? À Fiorano. Non. Sur quel circuit vous feriez des tests parfaits? Barcelone. Ouais, Barcelone, c'est la bonne base. Qui fait travailler. Ça manque un peu de virage à angle droit à forte accélération. C'est le seul truc qui manque. On prévient Toto que vous venez de le recruter quand même, on lui dit? Oui, mais pas de gros salaire. Petit salaire. Oui, petit salaire. Faut qu'il ait envie, faut qu'il ait faim. Ah oui. Bonne question. Combien vous payez vos pilotes, Jacques? Combien vous leur donnez? En sachant que le plus petit salaire sur la grille, là, il doit être autour de 500 000 €. Et le plus gros, Hamilton, plus ou moins 50 millions. Ouais, mais Hamilton, c'est celui qui coûte le moins cher à l'équipe. Non, mais je vous demande combien vous les payez? Les 50 millions d'Hamilton, il les vaut. Donc, et à Verstappen, vous lui donnez combien? Il n'a pas l'image internationale de Lewis Hamilton, là. Donc vous lui donnez il se bat pour les 15. 15 à 50. Oh là là. C'est un énorme écart là. Oui, mais je crois qu'il va pas être très d'accord. Je parle pas de valeur sur la piste, non, de valeur commerciale. Global, très bien. Donc vous avez quand même une masse salariale de 65 millions juste pour les pilotes. Oui, oui, allez. Très bien, non, mais parfait. Euros ou dollars? Ça vous débrouillez. Pareil. Vous les logez à l'hôtel ou dans des motorhomes? Des pounds, ça va. C'est ça. Vous les logez à l'hôtel ou dans des motorhomes? Ils se débrouillent. Ils prennent leur avion. Parfait. Merci. Écoutez, voilà, on a un modèle type d'écurie. Et on l'appelle 15. Il n'a pas de championnat, c'est beaucoup. Donc sans championnat, il ne faudrait pas dépasser les 10 millions. Jamais. Bon, très bien. Voilà. Et un zéro de moins. 9 999 000. Yes, et vous l'appelez comment cette écurie? C'est cool. On a hâte de voir ça. Feed Racing. Très bon. Parfait. C'est noté. Écoutez, on va envoyer notre proposition d'équipe à la FIA pour essayer d'avoir une entrée. Je suis pas sûr qu'ils acceptent. 200 millions déjà. Oui, de base. Donc un billet d'entrée qui est plus élevé du budget cap. Early signs, Max, are that you'll be looking after the front left in terms of temperature. Vous voyez, la limite, c'est l'avant gauche, le pneu qui souffre dans les longues accélérations du virage 3, 4, 9, le dernier virage, tout en appui. Et pourtant, Verstappen, c'est un pilote qui a une voiture avec peu de sous-virage à l'habitude. Ouais. Donc si lui surchauffe sa gomme avant gauche, imaginez un pilote comme Sainz qui roule là avec des sous-virages. Max Verstappen qui est le seul, au bout de 8 tours sur la gomme rouge, à ne pas avoir réussi à faire son meilleur temps en gomme rouge. Vous voyez aussi les explications ici, des passages au large pour lui. Il surconduit et puis il n'a pas le réglage sur lui plein. Il n'a pas une voiture vive aujourd'hui. Ouais, le seul dont le meilleur tour pour l'instant a été effectué en gomme médium. Ouais, et les deux Red Bull sont loin. Ouais, pas incroyable les performances, 9e et 10e. Et Pérez a 1 dixième et demi de son coéquipier. Ouais, il va y avoir beaucoup de travail et de creuse-ménage ce soir chez Red Bull. De creuse-ménage. Oui. Toujours des expressions Villeneuve. Bon, vous êtes combien là? 22. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Vous prenez un chef français pour la cuisine dans votre équipe. Un français et un italien. Je pensais bien que l'Italie allait venir sur le tapis.
base. Les Red Bull pour l'instant, c'est votre équipe. Vous prenez quelle ligne existante en Formule 1? Ah, existante, on construit pas, on part pas faire un truc magnifique. Non, on va prendre des choses existantes pour que ça parle visuellement aux gens. Vous avez l'incroyable McLaren technologie dont j'ai oublié le nom. Déjà d'être en Angleterre, c'est pratique parce que tous les 80% des mécanos sont déjà en Angleterre. Et les fournisseurs. Par contre, pour les voyages Europe, c'est devenu un peu plus compliqué. Ouais. Voyages internationaux, ça ne change rien. Donc, je pense qu'il faudrait être en Grande-Bretagne. Ouais. Après, vous avez Brackley, très sobre, mais semble-t-il très efficace. Vous avez du très spectaculaire avec McLaren, qui vient de vendre son usine d'ailleurs. Hein, et ils deviennent locataires de leur usine. Ils ont besoin d'argent frais. Et donc, ils viennent de vendre leur usine pour en rester le locataire, McLaren. Vous voyez les temps calculés sur la base des secteurs de FP2. Un rythme estimé qualification à l'addition des secteurs. Gros écart quand même entre les Mercedes qui sont elles dans le centième de seconde et Verstappen à une demi-seconde quasiment. Hein. Donc on prend Brackley, on prend McLaren, on prend Woking, déjà Williams. Proche, moi je dirais proche de Silverstone. Vous soit proche de Silverstone, soit proche d'un gros aéroport. La nouvelle usine en construction d'Aston Martin, peut-être. Elle sera prête en fin d'année prochaine ou en début de l'année suivante. Il vous faut une bonne soufflerie, Jacques. Attention. Hein. Oui. Ne trompez pas la soufflerie de McLaren. Aujourd'hui, elle est datée, elle est en pleine reconstruction. Pendant ce temps-là, il souffle à Cologne, après Toyota. 2 ans pour fonctionne bien. C'est long. Bon, après ça, honnêtement, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je suis pas hyper fan de ces espèces de prédictions là, en général. Ça vérifie pas forcément. L'usine sur le circuit de Silverstone. D'accord. Et avec des chambres pour les pilotes et les personnes placées parce qu'il y a plus de 10 minutes dans cette séance. Ok. Vous n'avez pas pris grand chose de Ferrari, hein, Jacques. Je suis un peu ennuyé parce que là, il y a du Mercedes. En attendant, les commentateurs le chef italien digressent là, le chef cuisine. Très bien. Au lieu de commenter la séance. On engagera Mama Rosella du restaurant. C'est dire s'il se passe rien dans cette séance. C'est toujours comme ça les essais. Hein. Allez, à moins de 10 minutes de cette séance, Fernando Alonso qui s'ouvre dans le long virage à droite du numéro 3. Mais la bonne nouvelle, c'est que Ocon et Alonso ont montré un petit peu de performance. Alors bien sûr, il va falloir pondérer tout cela aux quantités d'essence utilisées, mais c'est quand même pas désagréable pour eux de se retrouver dans cette position. C'est intéressant aussi de voir Gasly et Tsunoda qui reviennent dans le rythme. Écoutez leur patron, écoutez déjà Alonso. Okay, how are the tires? How was the balance? Oversteering. Alors, comment sont les pneus? Comment est l'équilibre? Équilibre sur vireur. Et bien pourtant, la monoplace semble donner plus de visuel sous vireur, mais il se plaint de sur virage. Alonso. Ouais. C'est un ressenti du pilote. Donc, s'il rentre dans les virages avec l'arrière léger, il ne pourra jamais braquer. Et il n'aura pas la vitesse qu'il veut. Il ne pourra pas pointer la voiture. Et ça va se transformer peut-être plus tard en sous virage aussi. Souvent, les voitures très sous-vireuses, on retrouve les pilotes en travers. Et vice-versa. Je vous parlais de Franz Tost, le patron d'Alpha Tauri, qui revient sur la situation actuelle de son équipe et le mauvais week-end à oublier du Portugal. Était-ce un épiphénomène? Écoutez la réponse de Franz Tost. Oui, après Portimao, on a tout analysé parce que nous avions beaucoup de problèmes là-bas. Avant de venir ici, on vient avec un réglage différent sur l'aspect mécanique de la voiture, mais également sur l'aéro. Je pense qu'on est de retour à notre niveau de performance que nous avions à Bahreïn et à Imola. Les ingénieurs se préparent maintenant pour la deuxième séance d'essai libre. Pierre était plutôt heureux avec le pneu tendre en première séance d'essai libre. La voiture était plutôt bien équilibrée. Avec les pneus les plus durs, la voiture était un peu déconnectée. Mais au final, la voiture a l'air plutôt rapide. Oui, il semble qu'elle le soit.
Alonso est toujours performant au Grand Prix d'Espagne. Ah bah ça booste hein, le fait d'être chez lui, de toute façon. Ça lui fait gagner 2-3 dixièmes. Bon, même si là, évidemment, il n'y aura pas beaucoup de fun, malheureusement. Allez, un travail différent qui a maintenant débuté pour beaucoup d'équipes. La tenue du pneumatique et des pneumatiques sur les longs relais. Du médium chaussé par Hamilton, Bottas et Leclerc. Ce sont les 3 pilotes les plus rapides de cette séance pour l'instant. Et le vent qui s'accentue légèrement. 5 km/h de plus. Ça veut dire qu'on serait passé à 16 km/h de vent alors. Yeah, this pace is good. The Mercedes stabilised on a 23.3, so this pace is right on the money. Pérez qui s'inquiète de son rythme, c'est plutôt bien. Les Mercedes ont stabilisé leur rythme en 23.3. Franck Montagny, on vous retrouve dans le paddock de Barcelone. J'ai une info. Voilà, Mercedes va tout péter aujourd'hui, enfin ce week-end. Parce que les passionnés de Formule 1 sont connectés. Combien de kilomètres j'ai fait? Eh oui, il y a quelqu'un qui a fait le calcul. Alors je lui fais confiance, je fais confiance à celui qui nous a envoyé l'information sur les réseaux sociaux. Vous avez parcouru, semble-t-il, à Barcelone, je parle de Barcelone. Dites un chiffre, d'après vous, combien de tours et combien de kilomètres à peu près? On va voir si vous êtes loin. Alors, des tours, 140 par jour, j'ai fait au moins, j'en sais rien. Allez, je vais dire presque 3000 tours. Un petit peu moins, 1991 tours pour 9300 km. Non mais vous avez fait 9300 km de roulage à Barcelone. C'est ouf. Mais Barcelone est une ville très sympa. Alors, je sais bien. Je serais curieux de voir le nombre de kilomètres à Jerez, parce que je pense qu'on a plus roulé à Jerez que ce qu'on a roulé à Barcelone. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pilote d'essai, ça voulait dire, enfin attention, aujourd'hui aussi ça veut dire quelque chose. Ah oui, mais vraiment, on était toutes les semaines dans les autos. On partait le week-end sur les courses. On regardait un peu ce qu'ils faisaient, c'était deux équipes complètement différentes. On n'avait aucun rapport avec les ingénieurs de course ni quoi que ce soit. Et on partait tout de suite le dimanche, direction la piste d'essai, où là on avait toute une autre équipe qui était là avec les autos, avec les pneus. Enfin, c'était une grande organisation. Et c'était génial en fait. On était pilotes, mais 100 personnes autour. Et on s'éclatait, on avait une auto de dingue tous les jours à rouler, pneu neuf sur pneu neuf. Pas de contraintes au niveau de la course. C'est juste un super job. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais merci en tout cas à tous les passionnés qui nous suivent et qui en plus font les calculs pour nous. C'est adorable et c'est toujours un régal d'échanger avec vous. Tiens, j'en profite pour vous le dire. Lundi soir, soyez au rendez-vous à 19h, lancement de la chaîne Canal Plus Sport sur Twitch. On va avoir l'occasion d'échanger, de revenir sur ce week-end du Grand Prix d'Espagne et se projeter sur l'avenir aussi. Mais ce sera le lancement de cette chaîne Twitch Canal Plus _sport. Si vous voulez suivre cette chaîne, regardez comme le pneu de Sergio Pérez est abîmé à l'extérieur. Il cloque, il prend un énorme là, ils sont en relais de course, évidemment, c'est la donc coque intérieure du circuit, donc celle qui est un peu ça restera comme ça. DSC qui n'est pas en gros appui, qui patine légèrement. Ouais, bien abîmé, les pertes de gomme sont importantes. En tout cas, voilà, rendez-vous lundi soir à 19h sur Twitch, la nouvelle chaîne Canal Plus Sport. On aura plaisir à échanger et garder cette proximité à laquelle on tient tant avec vous. Alors Hamilton, un long roulé, il mettrait 3 dixièmes à Verstappen avec les pneus qui sont censés être moins rapides. En plus, donc c'est dur. Ouais, Red Bull qui sent pas à l'aise dans ce circuit pour l'instant. Évidemment en qualif ils font pas 9 et 10 hein, forcément. Mais...
La pole, à mon avis, le rythme actuel en 22,6 pour Hamilton, en 22,9 mais sur de la gomme rouge. C'était les temps de Verstappen. Il va finir sa séance en gomme médium, Max Verstappen, alors qu'il reste 2 minutes pour une petite procédure de départ, peut-être en sortie de voie des stands. Est-ce la raison pour laquelle il aurait chaussé ses gommes? Sans procédure, pas mal, il reste 2 minutes. Attention à pas trop non plus s'enflammer. Son coéquipier, ah bah si. Voilà. J'espère qu'on l'a prévenu que le tour de Pérez était terminé. En tout cas, les informations à récolter parce qu'il est sorti juste sous le nez. Est-ce que c'est marqué sur le left? Raikkonen, lui, il n'a pas bronché. Ouais, il ressort vite. Pourtant, il veut quoi? Alors, est-ce que c'est les pneus actuels ou est-ce que c'est les pneus du meilleur tour? Le réglage qu'ils viennent d'effectuer sur la monoplace, donc il fallait se dépêcher. Ouais, probablement. Peut-être que la FOM va. Le médium qui attend va remettre le schéma des pneus. Au stand maintenant. Je vais guetter ça. La même chose. Ici, ils les font. Ils les font à la sortie de la voie des stands, mais oui, Verstappen n'en a pas fait. Voilà, Ricciardo s'immobilise. Ça entraîne également les mécaniciens. Regardez bien là. Tout a été fait en rouge sauf Verstappen. Au final, donc voilà, c'est pas mal pour Verstappen. Le seul endroit où Perez a fait son temps en rouge et il est derrière Verstappen, quoi. Dur. Et un petit récapitulatif ici de ce qui s'est passé dans cette séance avec un Lewis Hamilton dominateur en 1:18.170. D'abord sur de la gomme médium, c'était en début de séance. Il monte sur replay, il s'est rien passé. Et ensuite passage à la gomme rouge. Des fois, non mais. Et Red Bull n'arrive pas à gérer ses pneus car ça cloque alors que 10 tours. Ah ouais, d'accord. Ouais, surchauffe des pneus pour Red Bull. Graining, etc. Piqué. Pourtant, il fait pas super chaud en Espagne, il doit faire 20-22. Ce qui est bien, hein, mais c'est pas non plus 35-40. Lewis Hamilton qui laisse entendre de plus en plus ouvertement sa volonté de poursuivre l'aventure en Formule 1 à l'issue de cette saison, quel que soit le résultat du championnat 2021. Curieux certainement de goûter aux sensations qu'apporteront les toutes nouvelles monoplaces 2022, nouvelle réglementation à compter de la saison prochaine. On vivra évidemment cette révolution technologique sur les antennes de Canal la saison prochaine. Il va prendre le drapeau à damier avec le meilleur tour de cette séance, le meilleur tour également de la journée puisqu'il a amélioré d'un peu plus de 3 dixièmes le temps de Valtteri Bottas ce matin lors de FP1. Alors demain les essais 3 ça sera à midi. Hein. Également au passage des feux rouges. Ouais. Très sympa. Midi 13h les essais 3. Verstappen également les qualifs à 15h. Ce 26e tour. 32 tours effectués par Hamilton. Et bien c'est lui qui en aura couvert le plus cet après-midi. 31 pour Bottas. Si ça vous en dit, si le cœur vous en dit, comme on dit. Donc les pronostics se ferment juste avant les qualifs, c'est-à-dire vers 15h. Et bien dominé de la part de Mercedes. Pronostiquer le poleman, le meilleur tour, les top 10 de la course. Donc c'est pour ça que les pronos se ferment juste avant. On n'a pas eu l'occasion de juger Verstappen sur sa gomme rouge avec un morceau d'aileron avant qui traîne. Il a cassé son aileron avant côté droit. Personnellement, je vais pronostiquer après les essais 3 parce que les temps et la hiérarchie n'ont pas encore bougé. Là, les pertes aérodynamiques sont importantes. On connaît l'importance justement de ces canaux. Ouais, SMG, je fais ça depuis depuis le Grand Prix de Portugal. Imola, j'étais en live, mais j'avais pas mis le bout du canal. Notamment des vibreurs jaunes. Je refais la même. Toujours assez agressifs. Alors je sais que c'est pas les images, mais on n'a pas vu la performance. Vous savez bien que si je mets les images, la meilleure performance possible de Verstappen sur la gomme rouge. Ouais, faut espérer de Pérez non plus. Donc voilà. Et il ne peut pas le voir depuis l'habitacle de sa monoplace. Verstappen qui est donc prévenu par son ingénieur de revenir tranquillement au stand sans prendre les vibreurs, car un élément se détache sur son aileron avant. Avantage Mercedes donc en ce début de week-end. Belle performance de Ferrari grâce à Charles Leclerc qui se positionne à 1 dixième et demi environ des meilleurs temps.
des Alpines qui, après la très belle prestation de... Oui, il est garé comme ça, c'est pour, pour accueillir son coéquipier. Ouais, on a poussé la voiture. Pas mal de surprises aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce qu'on va voir où il a tapé? Sortie de virage 8. Ouais, ça a cogné. Et... il était déjà abîmé à cet endroit. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Max? Tellement appuyé en plus à ce moment-là. C'est le passage normal sur ce vibreur. L'angle. Celui dans cette Red Bull. Attention, cela pourrait arriver en course parce qu'ils y vont tous les tours. Peut-être déjà abîmé juste avant à la fin. Pièce affaiblie qui a peut-être fini de céder à ce moment-là. On voyait tout à l'heure les ingénieurs, notamment Paul Monaghan, se pencher sur l'aileron avant, mais c'était côté Pérez. Eh bien, c'est sur la voiture. Bon, bref, Hamilton, Bottas, Leclerc, Ocon, Alonso. Les Alpines, on le disait. Belle performance cet après-midi. On va découvrir le classement maintenant. Bon, Ferro va le faire. Voilà. Hamilton, Bottas, Leclerc. Une Red Bull a disparu de ce top 3. Verstappen était deuxième ce matin. Belle performance de Leclerc. Elles sont plus loin cet après-midi. Derrière les 3 premiers, on retrouve donc les Alpines d'Esteban Ocon et de Fernando Alonso. Bien placés avec cette gomme rouge utilisée. Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, les Alpha Tauri, de retour dans le match ce week-end. Carlos Sainz au 8e rang. Max Verstappen et Sergio Perez complètent le top 10 avec une meilleure performance réalisée en médium pour le pilote néerlandais. Vettel à la porte du top 10 au 11e rang devant Lando Norris, un peu plus discret cet après-midi. Giovinazzi prend la 13e position de ce classement. Il devance Lance Stroll 14e. Daniel Ricciardo n'est que 15e. Alors on peut considérer que Norris déjà il sera devant les Alpines. Pour les McLaren, mais Verstappen on sait que ça et va Perez commencer aussi. à compter demain seulement. Raikkonen prend la 16e position pour sa seule séance du jour devant Russell et Latifi, les Williams, Schumacher et Mazepin pour Haas. Voilà. Bon voilà, écoutez, on va se quitter là. Merci messieurs, le bilan de cette première journée. On se retrouve demain à midi donc pour les essais 3 de midi à 13h. Allez, je ferai peut-être un bilan en vidéo tout à l'heure de séances 1 et 2 avec les interviews des gens, des pilotes, des directeurs d'écurie, etc. Mais sinon, en direct, on se retrouvera demain midi. Allez, je vous laisse. Bonne fin de journée. Ciao.